Midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour. Avec vous, c'est quoi le problème ce matin? Les gourous, les manipulateurs sont-ils une menace, l'une des grandes menaces de notre temps? On va voir que oui, les gourous sont parmi nous. Thierry Lamotte, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de psychopathologie clinique à l'Université de Lorraine et vous publiez donc ce livre. Vous avez dirigé pendant 6 ans le Centre d'études des radicalisations et de leur traitement à l'Université Paris-Cité. C'est un livre passionnant, c'est un livre glaçant aussi parce vous décrivez extrêmement bien les phénomènes d'emprise. C'est vrai, quand on parle secte, on se dit bon, c'est pas pour moi, et en fait on se rend compte que l'emprise elle peut être partout, et on va y revenir avec vous dans un instant. La course à la présidentielle est lancée, les candidats recherchent des parrainages, c'est parfois compliqué, on l'a vu dans les campagnes précédentes. Est-ce qu'il faudrait rendre ces parrainages anonymes? 0826 300 300, vous avez vu que des maires à chaque fois disaient qu'ils avaient peur des représailles. On va parler de ceux qui nous défendent, les policiers du RAID qui hier ont été décorés par Emmanuel Macron. Il était temps, 11 ans après même après le 13 novembre. Et puis les travailleurs sans papier, système kafkaïen, ils n'ont pas de papier, mais ils ont le droit de travailler, ils ont des fiches de paye, mais on ne les régularise pas. On va en parler aussi, 0826 300 300. Et Gilles, avec vous? Nous, on va parler de deux choses importantes. Alors, vous vous souvenez, en 2015, Emmanuel Macron avait lancé les bus qui sont devenus les bus Macron. Au départ, sur la ligne, il y avait EasyLine, Megabus, Euroline, Starshipper, Flixbus, Ouibus. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Blablacar dit non. Mais en fait, ça a été plutôt un succès, mais économiquement, ça marche pas rentable. C'est pas du tout rentable. 0826 300 300, si vous avez déjà pris ces bus et si vous regrettez qu'il n'y ait plus de concurrence, parce qu'évidemment les prix vont monter. Et puis on parlera également Can I smoke please? Est-ce que je peux fumer? Non. Si vous êtes né après 2009, vous ne pourrez plus fumer en Angleterre. C'est pas 2009. J'ai pas écrit la date, mais je l'écrirai. À 10h30, je l'écrirai. C'est malin. C'est une nouvelle loi. On n'a plus le droit de fumer. C'est 10h l'émission. Mais vous nous le direz tout à l'heure. Si je l'ai après 2008. Après 2008. Oui, je n'ai pas loin, un an près, on va pas chipoter. Les gourous, les manipulateurs, l'emprise sectaire, menaces, questions donc posées par ce livre. Les gourous sont parmi nous. Les gourous ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Félix Mathieu, d'ailleurs. L'emprise sectaire, c'était il y a quelques décennies les suicides collectifs de l'ordre du Temple solaire, ou bien les meurtres suite aux prophéties apocalyptiques d'un Charles Manson, ou comment par la volonté d'une seule personne, des dizaines d'autres se retrouvaient selon les cas à tuer ou à se suicider en croyant dur comme fer aux élucubrations d'une personne. C'est plus récemment l'affaire des reclus de Montflanc, une famille d'aristocrates du sud-ouest qui se ruine en quelques années en croyant aux élucubrations d'un entrepreneur raté. Ça, c'était au tournant des années 2000. Mais la vraie nouveauté, c'est qu'avec Internet, avec les réseaux sociaux, on assiste parfois à ce qui ressemble à des phénomènes sectaires sans gourou, identifiés par capillarité, par mimétisme, un peu comme la mérule qui se propagerait dans une vieille bâtisse. C'est par exemple, vous savez, ces citoyens souverains, comme ils s'appellent, persuadés que l'État n'existe plus, qu'il n'y a plus d'État de République française, mais qu'il a été remplacé par une espèce de grosse entreprise à laquelle ils refusent de souscrire. Cette fameuse scène d'incompréhension qui avait fait le tour des réseaux sociaux il y a quelques mois lors d'un contrôle routier par les gendarmes. On ne contracte pas. On ne contracte pas. On ne contracte pas. On n'entre pas en contrat avec vous. Je n'appartiens plus à l'entreprise République Française Présidence. Oui, c'est une société depuis 1947. Allez! Et oui, quand les gendarmes finissent par casser la vitre de leur voiture, le couple qui vit un peu dans un monde parallèle s'en étonne, persuadé d'avoir affaire à des salariés d'une entreprise République Française Présidence qui n'avaient donc pas le droit de faire ça selon eux. Les phénomènes sectaires à l'heure d'Internet, on peut aussi citer les incels, ces garçons célibataires involontaires qui se montent le coup sur des forums en ligne en y développant une idéologie misogyne puisqu'ils reprochent leur frustration sexuelle aux filles, aux femmes qui oseraient ne pas vouloir d'eux. Et c'est très sérieux malheureusement puisque des incels sont déjà passés à l'acte en tuant des femmes. C'est arrivé à plusieurs reprises aux États-Unis, au Canada ou aussi en Allemagne ou au Royaume-Uni. Oui, c'est effectivement un phénomène inquiétant, et vous dites dans le livre que c'est un phénomène
de première importance pour notre société. Ce qu'on entendait justement, c'est du complotisme ou c'est du sectarisme sur le je ne contracte pas sur ces gens-là? Sur les citoyens souverains, c'est du complotisme. Ça forme pas une secte, c'est très disséminé. Ils forment pas un groupe repérable. C'est du complotisme. C'est un complotisme absolu. C'est le grand complot. Ouais, c'est le grand complot. Qu'est-ce que c'est que le phénomène d'emprise, et à partir de quand est-ce qu'on peut parler de phénomène sectaire? Alors ça, c'est une très bonne question, parce que le phénomène d'emprise, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'en général, quand on pense emprise, on imagine quelqu'un qui aurait le pouvoir sur quelqu'un d'autre, qui contrôlerait quelqu'un d'autre. Donc c'est l'image du manipulateur et de la marionnette qu'il fait bouger comme ça selon sa volonté. Et c'est plus subtil que ça. Et c'est pour ça que je propose de repenser la notion d'emprise à partir en se débarrassant un petit peu du principe de l'autorité. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas là où il y a un excès d'autorité qu'on peut repérer des phénomènes d'emprise, c'est là où défaille l'autorité que se mettent à proliférer finalement les phénomènes d'emprise et même les figures du gourou. Et vous dites que les gourous en fait ne sont plus cantonnés aux sectes. On a évidemment le temple solaire, on a la scientologie. Il y a tout un chapitre passionnant qui est consacré à la scientologie et à son chef spirituel. Mais les gourous aujourd'hui, effectivement, on a un peu l'image de Moon, de ces espèces de grandes sectes. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est quoi aujourd'hui les gourous? Qui sont-ils? C'est ce que vous racontez un peu dans le livre. Oui, alors les grandes sectes comme elles ont existé, Moon, etc., elles existent encore, mais c'est des sectes qui sont historiques à ce niveau-là. Et ce que je montre à propos de la scientologie, c'est que la scientologie, c'est le modèle étalon de toutes les sectes. Quand on pense secte prédatrice, on pense scientologie. Or, la scientologie est une secte sans gourou. C'est une secte qui annonce en fait les phénomènes qu'on retrouve maintenant sur Internet. Donc maintenant, ce à quoi on a affaire, lorsqu'il y a un gourou, parce qu'il y a encore des figures de maîtres à penser, ce sont des gourous qui apparaissent dans des plus petits groupes où ce sont des figures d'influenceurs à la limite sur Internet qui fonctionnent autrement que la grande figure du gourou à la Moon, quoi. Ouais. Derrière un gourou, il y a toujours une démarche financière, ou c'est une démarche philosophique, où le but finalement c'est de gagner de l'argent? Alors ça dépend, parce que la scientologie, on a beaucoup mis en avant le fait que la scientologie se soit beaucoup enrichie. Effectivement, c'est une secte qui a énormément d'argent, et que Ron Hubbard lui-même, à l'époque où il était en vie, était heureux de voir son mouvement qui grandissait et qui accumulait de l'argent. Mais il voyait, lui, dans l'accumulation d'argent et dans l'ampleur que prenait son mouvement, ce qui le rendait heureux, finalement, c'était pas d'avoir de l'argent, mais c'était que pour lui, il avait là l'indice, la preuve que le mouvement avançait. Or, il fallait que la Terre soit entièrement claire, clear, comme il disait, pour qu'on devienne immortel. Donc pour lui, c'était l'avancée de la doctrine qui comptait plus que le fait d'accumuler de l'argent. Mais derrière le masculinisme dont parlait Félix, il y a pas de but d'argent derrière. Non, derrière les citoyens souverains, par exemple, on peut toujours chercher, on va pas trouver un gourou qui s'enrichit, c'est beaucoup plus diffus, beaucoup plus disséminé. Et vous racontez le phénomène d'emprise, c'est-à-dire c'est votre métier de vous intéresser à ça. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on est plus vulnérable et comment on cède à un gourou ou à une situation d'emprise? comment ça se passe? Oui, c'est-à-dire qu'en général, on met la focale du côté du manipulateur, du gourou, à qui on présuppose comme ça une espèce de pouvoir de contrôler l'autre. Et moi, j'essaie de montrer plutôt les processus qui se produisent chez celui qui est sous emprise. Et il y a quelque chose de ce côté-là qu'on a tendance à laisser de côté. Mais si on entre sous emprise, c'est qu'il y a un acquiescement à un discours qui est tenu en face de nous. On n'est pas simplement manipulé. Il y a un acquiescement à la manipulation elle-même. Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'on est plus ou moins sensible? C'est de rencontrer oui, c'est toute une question, de rencontrer la mauvaise personne au mauvais moment pour vous, c'est ça? Ou de rencontrer le bon discours. En fait, on est tous susceptibles, on pourrait se dire non, moi ça m'arrivera jamais, mais on est tous susceptibles de se laisser mettre sous emprise. Ça dépend du discours qu'on va nous présenter. Donc dans le marché de l'emprise, comme dans le marché de l'escroquerie, il y en a à peu près pour tout le monde. Mais par exemple, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est un gourou pour vous? Oui, ça c'est une question très compliquée. Ça va mettre à penser en tout cas. C'est une figure de son mouvement. Est-ce que c'est un gourou? Est-ce que certains se sentent sous emprise? Parce qu'il diffuse une philosophie.
Oui, c'est compliqué parce que on doit quand même malgré tout distinguer les mouvements politiques qui s'autorisent d'un leader et qui s'organisent autour d'un leader des autres mouvements qui fonctionnent autour d'une personne qui ne fait pas autorité. Je pense que Jean-Luc Mélenchon malgré tout fait autorité. Dans l'affaire des disparus de Montflanquin que vous évoquez, on a affaire donc à une famille d'aristocrates du Sud-Ouest, une grande famille historique d'aristocrates protestants du Sud-Ouest, donc très bien insérés socialement et qui tombe sous l'emprise pour le coup de quelqu'un qui les manipule, qui n'est pas a priori un grand leader charismatique, qui n'est pas spécialement riche, qui d'ailleurs ne va pas spécialement à long terme s'enrichir puisque tout le monde finit ruiné. Comment on en arrive à ça et quel est le mobile finalement si ce n'est une course en avant puisqu'à la fin tout le monde est ruiné y compris le gourou? Soit on se dit que Thierry Tilly, qui était un personnage absolument falot, sans charisme, soit on se dit que c'était malgré tout une espèce de grand prédateur avec des talents de manipulation exceptionnels, soit on se dit autre chose. Et moi, ce que je propose, c'est d'envisager ça sous un autre angle. Thierry Tilly est un schizophrène. Il a construit un délire, et ce délire a rejoint les idéaux d'une famille d'aristocrates qui se sont reconnus parce que le délire de Thierry Tilly les mettait en place d'élus, dans une position exceptionnelle. Et ils se sont laissés séduire et embarquer dans ce système-là parce que ça collait à une espèce d'idéal familial. Quid du pervers narcissique? Vous en parlez assez longuement dans le livre parce que le pervers narcissique, c'est une forme d'emprise et de manipulation aussi. Oui, tout à fait, oui. C'est un phénomène assez récent, en fait. Moi, j'étais assez frappé de découvrir ça dans votre livre. C'est une invention très récente, ça date de 1990. Le pervers narcissique, ce que je propose dans ce livre-là, c'est de le laisser de côté parce qu'il nous empêche de réfléchir d'analyser les situations. Si on brandit immédiatement la figure du pervers, on n'a plus à réfléchir parce qu'on a déjà la réponse. On a la réponse. Or, c'est pas toujours le cas. Il y a Madoff aussi que le cas de Madoff avec là, c'est une emprise financière. Vous promettez quelque chose et finalement vous rassemblez des disciples autour de vous. Oui, tout à fait. Oui, Madoff est intéressant parce que c'est assez inattendu entre Joseph Fritzl qui est ce père de famille autrichien qui a enfermé sa fille pendant 24 ans dans une cave et qui l'a violée, qui a fait des enfants de l'inceste. Donc éclairer le cas Fritzl avec Madoff, intuitivement ça semble assez éloigné, mais Madoff nous permet de comprendre ce qui s'est passé avec Fritzl. Il y a quelque chose de pervers chez Madoff. Oui. Alors on va se retrouver dans un instant, 0826 300 300, appelez-nous si vous voulez poser des questions à Thierry Lamotte et puis éventuellement nous dire si vous avez été victime d'emprise, ça peut arriver. Moi j'en connais dans mon entourage, c'est absolument terrifiant. À tout de suite. 10h midi, Valérie Expert. Et nous parlons manipulation, emprise avec Thierry Lamotte. Vous êtes professeur de psychopathologie clinique à l'Université de Lorraine et vous publiez Les gourous sont parmi nous. C'est publié aux éditions du CERF. C'est un livre passionnant à lire, glaçant aussi parce qu'on se rend compte que ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous décryptez les phénomènes d'emprise, la manière dont certains gourous ont pu agir et loin des gourous, encore une fois, à l'ancienne. Et c'est un vrai danger, dites-vous, pour notre société aujourd'hui. On a un auditeur qui voulait réagir. Alain est en ligne avec nous. Bonjour Alain. Bonjour Valérie. Bonjour. Ça vous parle, cette idée cette notion d'emprise et de gourou? Oui, j'espère que je ne vais pas choquer trop de monde par ce que je vais dire. Alors je vais le dire très correctement, mais actuellement on a le plus grand gourou peut-être qui a sévi au monde à l'œuvre, c'est Trump. Alors Trump, c'est quoi? C'est je ne fais pas de guerre. Tous les magas l'ont suivi pour ça. Ils se rendent compte que maintenant il fait des guerres. Quand il fait des guerres, il ne fait pas de guerre, il fait des affaires. C'est quand même pas mal parce qu'une guerre, on tue. Non, il fait des affaires. Enfin, les affaires, je savais pas qu'on envoyait des bombes et ainsi de suite. Il fait de l'argent. Trump, quand il a commencé son mandat en 2024, 2025, il pesait 1,8 milliard. Aujourd'hui, il pèse 6,5 milliards. Depuis quand un chef d'État de Forbes, donc il n'y a pas de complotisme. Forbes, on ne peut pas faire plus transparent. Donc je ne savais pas qu'un chef d'État pouvait s'enrichir de 300% en l'espace d'un peu plus d'un an par son activité de chef d'État. Donc il y a tout ce qu'il fait, il n'est responsable de rien. Il fait des affaires. Alors, on va demander à Thierry Lamotte, est-ce que pour vous, Donald Trump est un gourou et dans quelle mesure, on l'a posé la question avec aussi Jean-Luc Mélenchon, mais est-ce que Trump est un gourou? Est-ce qu'on peut dire que les hommes politiques sont des gourous?
C'est des leaders, mais normalement ce sont des leaders qui incarnent l'autorité, c'est-à-dire qu'ils mettent en œuvre le fait qu'on ne peut pas jouir de tout, qu'il y a quelque chose qui règle. Alors Trump est peut-être du côté de l'hubris, quelque chose qui n'est plus très limité, qui n'est plus nécessairement contenu. Après, pour en revenir à Trump et très rapidement à Mélenchon, ce qu'on peut dire, c'est parce que je pense que les phénomènes d'emprise sont souvent des phénomènes d'une sorte de délire partagé. C'est parce qu'on partage le délire d'un fou qu'on peut rentrer sous emprise. Si on estime que Trump est un délirant, dans ce cas-là, il embarque avec lui toute une population. Oui, donc ça c'est presque le propre des hommes politiques. On dit si on vote pour lui, c'est qu'on est. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous dites que plus que jamais c'est dangereux? Aujourd'hui, il faut être vigilant à cela pour nos auditeurs qui nous écoutent. C'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui ce phénomène de manipulation au-delà de la secte. Quand on parle emprise, on pense encore une fois secte à la manière de Raël ou autre secte. Aujourd'hui, on parle plus de ça. Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui particulièrement, quelque chose du principe d'autorité est fragilisé. Il y a une confiance dans les institutions qui ne fonctionne plus. Et à ce moment-là, face à un monde qui est devenu incompréhensible, on peut avoir tendance à se raccrocher à des discours simplistes. Alors soit on va sur Internet et on adopte un discours complotiste, soit on tombe sur quelqu'un qui va mettre à penser, donc il prolifère parce qu'on n'a plus de boussole et que nous, on est en demande de quelqu'un qui nous éclaire. Mais est-ce que vous mettez dans ce phénomène-là tous les thérapeutes ? C'est-à-dire toutes les nouvelles théories comportementalistes, on voit fleurir sur Instagram et autres réseaux. Enfin, c'est énergéticiens, chamans, tout ça c'est de l'emprise, tout ça c'est des gourous. Oui, tout ça c'est de l'emprise parce qu'ils promettent une amélioration et cette amélioration, on a envie d'y croire, quoi. On ne veut pas la lâcher. S'ils nous disent vous serez encore mieux. On a tendance à y aller et ne pas décrocher facilement. La Miviludes a été quasiment dissoute, ce qui est un scandale en soi. C'était la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Oui, c'est-à-dire que pendant un temps, la radicalisation et les phénomènes de terrorisme ont occupé toute la place. Et à partir du moment où c'est en train de s'éteindre, ce phénomène-là, on s'aperçoit que derrière, il y avait la forêt de phénomènes sectaires qui étaient toujours là, sauf que la Miviludes n'a plus les moyens de travailler, ce qui est scandaleux. Oui, moi on en parlait un peu hors antenne. Moi j'ai un ami. Alors vous savez, il y a un phénomène de pyramide de Ponzi. Ce qu'on appelle la pyramide de Ponzi, c'est donne-moi 10 € et puis après 20 €, 30 € et puis petit à petit ça fait une pyramide financière. Et il y a beaucoup de sociétés qui vous invitent à Dubaï, qui vous invitent dans des belles villas. Et c'était impossible de le raisonner. C'est-à-dire qu'il pensait qu'il allait faire fortune et devenir milliardaire. Est-ce que ça veut dire qu'il est à un moment de sa vie où il peut entendre ce genre de choses? Est-ce que l'intelligence, comment on explique qu'on peut être influencé? Ça fonctionne en général à peu près comme pour les reclus de Montflanquin. On rencontre un discours et quelqu'un qui va nous dire vous êtes exceptionnel, vous aurez les moyens de devenir extrêmement riche parce que vous en avez les capacités. Et ça, on veut coïncider avec ça. On veut donc vous allez venir et lui proposer quoi? Mais non, reviens dans ta petite vie ordinaire. Tu seras pas exceptionnel. T'es pas quelqu'un d'exceptionnel. On a plutôt tendance à s'accrocher à cette espèce d'idéal là qu'on nous présente. C'est le corbeau et le renard en fait. Vous êtes le plus beau, le plus formidable et vous laissez tomber le fromage et puis les autres ramassent le fromage en fait. Oui, tout à fait, c'est comme ça que ça fonctionne, ça vient flatter le narcissisme. Ouais. Comment est-ce que votre parcours vous a amené à vous intéresser à ce sujet-là en particulier? Eh bien, je dirige une secte. Je suis moi-même Non, mais c'est intéressant. J'ai pratiqué l'emprise. Non, mais j'ai fait ma thèse de doctorat sur la scientologie et au départ, ce qui m'intéressait, c'était ce qui se passait du côté du fondateur, donc la folie du fondateur et le fonctionnement du mouvement. Qui est très bien décrit dans le livre. Oui, qui est très bien décrit. C'est une petite partie de mon travail et il se trouve que 15 ans plus tard j'ai fait une boucle et je suis revenu à l'autre aspect que j'avais pas traité à l'époque de ma thèse qui est la dimension de l'emprise. Il a fallu un cheminement pour que je saisisse à peu près à quoi on avait affaire. Et il ne vous attaque pas la scientologie quand vous parlez d'eux Non, mais je m'étais mis à l'époque sur liste rouge, etc. Donc il y avait rien à mon nom pour être protégé, mais j'avais quand même des appels anonymes de la scientologie, mais ils sont devenus moins virulents qu'avant. Vous parlez de la cyber emprise aussi, ça c'est
c'est aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs de ne pas se fier à n'importe qui? C'est compliqué la cyberemprise parce que de toute façon, à partir du moment où on rentre dans les réseaux sociaux, le système même de la captologie, comme on appelle ça, c'est-à-dire les petites pastilles vibrantes, etc., nous met déjà dans un état de dépendance à l'égard de la machinerie. Donc si on se met à suivre un influenceur, là on rentre dans un mouvement d'emprise sans s'en rendre compte. Ouais. Finalement, l'homme est fait pour être dépendant, que ça soit de la cigarette, de l'alcool ou d'un tas de choses. C'est notre fonctionnement, la dépendance. Oui, et même le fait de se mettre sous l'égide d'une autorité. Ce que disait Milgram, qui a travaillé sur l'obéissance, c'est que finalement, ce qui nous a protégés, ça a été la sélection naturelle, à sélectionner parmi les traits qui font que l'humanité est devenue ce qu'elle est, le fait d'arriver à se mettre sous l'autorité de quelqu'un. Donc c'est quelque chose dont on ne peut pas se départir, parce que c'est ce qui fait qu'on a survécu dans des environnements les plus hostiles pendant des milliers d'années. Vous évoquiez la scientologie, on parle parfois des témoins de Jéhovah, il y a toujours cette question, qu'est-ce qui différencie une secte d'une religion admise qui a pignon sur rue? Ce qui différencie les deux, d'un côté il peut y avoir le gourou, mais on a vu avec la scientologie qu'il n'y a pas toujours un gourou, mais c'est que normalement dans les religions un peu plus ordinaires, on n'entre pas dans un état de dépendance par rapport à la consommation des produits de cette religion-là. C'est le cas de la scientologie. La scientologie, si on peut y rester 15 ans, c'est qu'à un moment, la consommation même des produits et la perspective de bonification qui nous est promise fait qu'on devient addict en fait. Oui, c'est ça. Et il y a très peu de sanctions et très peu d'interpellations. Un auditeur dit pourquoi Interpol n'a pas de division secte pour poursuivre certaines sectes. Il n'y a pas de définition légale précise de la secte. Il faut vraiment qu'il y ait des drames. Il faut vraiment qu'il y ait des drames ou des plaintes pour viol ou des choses comme ça. C'est toujours un peu trop tard au final. Mais il y a encore des sectes à l'ancienne. Oui. Enfin, quand je dis à l'ancienne, des gens qui vivent en communauté. Oui, il y en a encore, mais c'est plus des grosses sectes avec des dizaines de milliers d'adeptes comme la scientologie. Ça a tendance à disparaître. Et une certaine bienveillance quand même à l'égard de la scientologie. Vous ouvrez ce chapitre avec Tom Cruise qui est reçu en majesté par Nicolas Sarkozy et sa femme à l'époque. Oui, ce qui n'est pas surprenant parce que la scientologie, au bout du compte, ce qu'elle propose, c'est un fonctionnement, une espèce d'idéal qui colle complètement au discours capitaliste. C'est-à-dire que le monde dans lequel on vit, c'est le monde que prône la scientologie. Elle propose des armes pour réussir dans ce monde-là. Comment on fait pour se déradicaliser, enfin se désenvoûter, je ne sais pas quel est le bon mot, d'un point de vue psychique, thérapeutique ? Ce qui se passe dans ces phénomènes d'emprise, c'est exactement ce qui se passe dans les phénomènes de folie collective ou d'hystérie collective. Il faut être séparé de la source. Donc si on sépare, si on enlève la personne, c'est ce qui s'est passé encore une fois avec les reclus de Montflanquin. Il a fallu que Tilly soit en prison et qu'il se retrouve sans la source qui pourvoyait le système pour que chacun ouvre les yeux et se rende compte qu'il venait de passer 10 ans dans une illusion. Est-ce que c'est facile? Est-ce que demain, moi, je peux devenir gourou avec 2-3 règles non, mais c'est une vraie question. Est-ce que il y a des gens qui vont peut-être avec les réseaux sociaux devenir gourou? Quand on voit les influenceurs, ils ont un nombre d'abonnés assez incroyable et ils suivent les achats et les conseils. C'est-à-dire, vous avez une influenceuse qui vous dit ce rouge à lèvres est formidable et puis elle fait des ventes incroyables sur ce rouge à lèvres. Donc c'est une forme d'emprise de dire ayez confiance en moi, ce rouge à lèvres est incroyable. Ce qui est intéressant avec les influenceurs, c'est qu'il n'y a même plus besoin de doctrine. Oui, c'est simplement la personne qui met en acte et qui filme le fait qu'elle jouisse d'une certaine forme de vie. Et ça suffit à attirer des adhésions. Quel message vous avez envie qu'on retienne, que les auditeurs retiennent? Et puis est-ce qu'il y a un espoir malgré tout, ou est-ce que l'emprise est une fatalité de notre époque? Non, je ne vais pas être pessimiste, mais je crois qu'il y a quelque chose, il y a une forme de fatalité, il y a de l'emprise, il y a de l'autorité, on se soumet à l'autorité, il y a de l'emprise. Ce sont des phénomènes qui ont toujours fonctionné, qui ont toujours existé. Je pense qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Non, on ne peut pas s'en débarrasser. Il faut juste être vigilant, comprendre le phénomène, et c'est ce qu'on découvre dans votre livre. Les gourous sont parmi nous. C'est aux éditions du Cerf. Thierry Lamotte, merci d'avoir été avec nous ce matin. Livre, lecture passionnante. Et on se retrouve, nous, dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio.